Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Europe Nuit. Nous avons diffusé ce soir sur Europe 1 l'interview exclusive accordée par Vladimir Poutine à Jean-Pierre Elkabbach et à Gilles Boulot. Je voudrais qu'on réécoute un extrait sur la crise ukrainienne et la question de la souveraineté. Vous allez l'entendre, le président russe évoque ou convoque deux grands dirigeants français. Je me rappelle très bien de la tradition gaulliste. Le général de Gaulle a toujours essayé de protéger la souveraineté française. Et de Gaulle est digne de respect. Il y a aussi l'exemple de Mitterrand, qui parlait de la Confédération européenne avec la participation de la Russie. Et j'espère que rien n'est perdu en ce qui concerne l'avenir de l'Europe. Jacques Attali, ce qu'on vient d'entendre de Vladimir Poutine, c'est une façon de dire, vous voyez, autrefois, la France jouait totalement avec la Russie. C'est très important ce qu'il dit là, parce qu'il redit quelque chose de fondamental dans la politique russe et qui, à mot couvert, est un appel au secours. Ce qui est fondamental dans la politique russe, c'est la liaison avec la France pour éviter d'être encerclé par des ennemis dont l'Allemagne était considérée comme telle. L'Alliance française est une défense contre l'Allemagne depuis toujours dans l'histoire russe. C'est aussi une façon de dire « je suis un Européen ». Je vous demande de m'accepter dans la famille européenne. Moi, et il l'a dit déjà à plusieurs reprises ainsi, moi je ne ferai pas l'erreur qu'ont fait les Turcs de demander une adhésion à l'Union européenne pour me le faire refuser, parce que je suis une grande puissance et je ne veux pas me faire refuser. Mais la proposition qui avait été faite il y a 20 ans par François Mitterrand à Prague, d'une confédération européenne qui est un ensemble dans lequel se trouvent d'autres Européens que ceux qui peuvent entrer dans l'Union européenne, mais qui me rappellent que je suis Européen, est fondamentale. Ça me rattache à l'Europe et je le souhaite, j'en ai besoin. Je fais partie des puissances occidentales, je parle comme Poutine pourrait parler. Il aurait ajouté d'ailleurs dans son fort intérieur, je suis une nation blanche, par opposition à tous les autres qui l'entourent. Je ne reprends pas à mon compte cette expression de nation blanche, mais elle est dans son esprit. Et je vous demande de me prendre dans la famille européenne. Et je pense qu'on fait une immense erreur en ne saisissant pas cette main tendue. Et c'est un grand classique de la diplomatie russe, finalement, de dire l'Europe plutôt que l'OTAN. Non, pour aller vite. Non, je ne pense pas, parce que je pense que si on lui disait rentrer dans l'OTAN un jour, il dirait pourquoi pas. Ce qu'il ne peut pas accepter, c'est que les autres rentrent dans l'OTAN sans lui. C'est que d'autres partis de l'ancienne Union soviétique rentrent dans l'OTAN sans lui. La France a fait l'immense erreur d'accepter la proposition américaine en 2009 ou 2010, d'inscrire dans le programme de l'OTAN l'entrée de l'Ukraine. C'était un chiffon rouge agité devant les Russes qui était inacceptable pour eux. On ne peut pas imaginer d'isoler la Russie. J'ai dit tout à l'heure que l'isolement de la Russie était la pire chose qu'ils peuvent accepter. Faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'était une faute. L'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, bien sûr, mais pas dans l'OTAN. Alors Jacques Attali, je vous ai demandé de venir ce soir parce que vous avez été, on le sait, le conseiller spécial de François Mitterrand à l'Élysée pendant 10 ans et nous entrons dans une séquence diplomatique et symbolique très forte avec les commémorations du débarquement en Normandie. Il va y avoir une concentration de chefs d'État et de gouvernement vendredi, de la reine d'Angleterre à Vladimir Poutine justement. Est-ce qu'au-delà du cérémonial, au-delà des belles images mondialisées, les chefs d'État arrivent à se parler dans ce genre d'événement ? Pas vraiment. Les dîners sont l'occasion de ce qu'on appelle small talks, petites conversations, parfois des conversations très sérieuses, des petits secrets peuvent s'échanger, parfois des rendez-vous sont pris, parfois des choses sont dites, mais il ne peut pas y avoir d'accords importants qui se nouent dans ce genre de circonstances. Il ne peut y avoir que des choses significatives et symboliques. Il faut dire qu'on est dans une situation un peu surréaliste, où on a refusé le G8 à Sochi et on fait tout pour voir Poutine. Je pense que c'était une erreur d'avoir refusé le G8 d'ailleurs, puisque maintenant on fait tout le chemin inverse de celui qu'on a fait dans une sorte de balai à la Fédot. Mais c'est quand même important de renouer ces fils. Alors justement, on annonce un face-à-face, un tête-à-tête entre Barack Obama et Vladimir Poutine vendredi en Normandie. Ils vont forcément là parler de la crise ukrainienne. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ces derniers mois, c'est quand même un peu étrange et paradoxal qu'il faille ce contexte historique un peu festif de la commémoration du débarquement pour aborder la crise la plus grave de la planète du moment. Oui, crise qui peut conduire à une troisième guerre mondiale si on la prend mal. Crise qui s'explique assez largement, sans faire de caricature excessive, par la politique intérieure américaine et en particulier par le lien qui unit Obama avec la ville de Chicago.
première ou deuxième ville polonaise du monde, et qui explique l'obsession américaine, qui est l'obsession polonaise, dont on peut comprendre les raisons, qui est tout sauf les Russes. Et ce sont les Polonais qui veulent absolument qu'on écarte les Russes de la présence en Ukraine. Ce sont les Polonais qui veulent à tout prix que l'Ukraine rentre dans l'OTAN comme ils le sont eux-mêmes. Et vous pensez que Barack Obama est sensible à ce lobbying russophobe qui agit autour de lui? Absolument. Il est sensible parce qu'il est un homme de Chicago et tout ce qui se joue dans cette politique intérieure américaine lui est très présent. Alors je reviens des Corobes. La Normandie pour parler de cette crise, c'est étrange, non? Oui, c'est étrange, surtout qu'on avait un rendez-vous pour en parler à Sochi et qu'on l'a refusé, qu'on aurait pu avoir un autre rendez-vous pour en parler la veille à Bruxelles et qu'on n'a pas voulu inviter Poutine. Donc, pour des raisons de politique américaine, Obama, qui est évidemment obligé de parler avec Poutine, semble le faire par hasard ou en étant forcé pour dire aux Américains, écoutez, je ne pouvais pas faire autrement que le voir. Mais c'est vraiment grotesque, quoi. On sait que François Hollande a un problème d'autorité, c'est en tout cas comme ça qu'il est perçu dans l'opinion en ce moment. Ça représidentialise un événement comme celui-là? Oui, si c'est bien géré, enfin en tout cas ça rappelle aux Français qu'il est président de la République. Et il a tout à fait intérêt à ce qu'on le rappelle. C'est pour ça que la meilleure chose qu'il puisse faire en termes d'image et de communication, c'est de se montrer dans ses fonctions, de rappeler en permanence qu'il l'est, de ne parler aux médias que depuis l'Élysée, toutes choses qui n'ont pas été suivies dans les périodes antérieures. Mais je crois que c'est en effet symboliquement important, à condition de bien le faire. Il n'y a rien de pire qu'un président de la République qui ne se comporte pas comme président de la République dans les fonctions présidentielles. Comme quand Nicolas Sarkozy montait les marches de l'Élysée en short et en basket. C'est pire que tout. Donc, alors vous en parliez, Nicolas Sarkozy, je sais que vous gardez un œil attentif sur la vie politique française. Le retour de Nicolas Sarkozy possible en passant par la casse présidence de l'UMP, ça vous surprendrait? Non, Nicolas Sarkozy a un désir légitime de revanche, de revenir au pouvoir. J'espère qu'il n'a pas seulement un désir de revanche, mais aussi une introspection sur les raisons de son échec, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il aurait pu mieux faire, et que s'il prend la présidence de l'UMP, ce sera d'abord pour faire une convention pour dire pourquoi nous avions échoué, pourquoi nous avons laissé la France dans cet état, et quel programme nous pouvons avoir. On en est loin quand même, parce que pour l'instant, tant lui-même que les autres dirigeants de l'UMP ne pensent qu'à conquérir le pouvoir et non pas à y faire quelque chose. Pour l'instant, c'est une suggestion de son entourage, mais enfin, on suppose qu'elle ne part pas de rien. Son entourage est une marionnette animée par lui. Dernier mot, Jacques Attali, vous aviez conduit justement sous Nicolas Sarkozy une mission sur la modernisation de la France. Vous voyez cette nouvelle réforme territoriale très commentée cette semaine avec un redécoupage, une fusion des régions et aussi l'annonce de la fin des conseils généraux à l'horizon 2020, ça doit vous rappeler des choses, ça, non? Ça fait partie des propositions que nous avions faites dans cette commission, dont je regrette, qui est une commission bipartisane, unanime de la CGT au MEDEF et qui aurait pu et aurait dû être appliquée à ce moment-là. La France serait dans un tout autre état si elle l'avait été. Maintenant, les choses se font avec du retard, mais elles se font, c'est bien. Ça vous choque une carte redécoupée dans le huis clos du bureau de l'Élysée un lundi soir? Vous savez, à un moment, il faut décider. La fonction du président de la République, c'est de décider. Il faut décider. Et puis, quelle que soit l'heure à laquelle c'est fait, ça doit être fait. Le pays souffre terriblement de l'absence de décision. Merci beaucoup, Jacques Attali, d'être venu dans Europe Nuit.